Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit blabla sur Forbidden Land. Donc, Forbidden Land, c'est un jeu qui nous est arrivé dans sa version française au cœur de l'été. Édité en version anglaise par Free League, la boîte suédoise qui nous a déjà produit Alien, Mutant Year Zero, Weissen, enfin bon, un tas de bons jeux en général. En général, c'est un gage de qualité. Donc Forbidden Land, en fait, se présente dans une belle petite boîte, en fait. Hein. C'est assez rare maintenant que les jeux de rôle soient présentés en boîte. Hein. Ce fut le cas pendant toute une époque lointaine. Maintenant, c'est surtout des livres, mais là, nous l'avons effectivement dans une belle boîte. Alors, qu'est-ce que nous propose ce jeu? Ce jeu a été multi-récompensé. Hein. Sur les différentes expositions de jeux de rôle. Voilà ce que je peux vous dire déjà en petite présentation. C'est Arcane Asylum qui s'est chargé de la traduction de la version française. Et on va voir ce qu'ils nous ont fait sur ce produit. Voilà, enfin bon. Voilà, Forbidden Land en fait se présente sur, comme on dit, une belle boîte. Et moi j'aime bien les belles boîtes. Hein, donc qu'est-ce que nous réserve Forbidden Land à l'intérieur? Voilà. Donc Forbidden Land, en fait, se présente en fait sur la forme de deux beaux livres, le manuel du joueur et le guide du maître de jeu. Donc deux beaux livres, le manuel du joueur et le guide du maître de jeu. Avec donc ça c'est la version luxe en fait hein, de Forbidden Land avec une. Alors je sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Mais la structure des deux bouquins sont vraiment magnifiques. Un excellent boulot. Hein. C'est vraiment très chouette. Pareil pour le guide du maître de jeu. Là, on voit un peu la structure. C'est vraiment deux beaux ouvrages. Comble du bonheur, nous n'avons pas de papier glacé. Nous avons un superbe papier offset vraiment magnifique. J'adore, c'est superbe. Vraiment un sans faute sur le papier. Là, je ne suis pas le dernier à critiquer Arcane Asylum plusieurs fois, mais là, il faut avouer que leur travail est vraiment extraordinaire. Voilà, donc ça c'est le guide, non le manuel du joueur, donc le guide du maître de jeu, mais on reviendra sur tout ça après. Hein. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, tous sont en noir et blanc. Moi j'aime beaucoup ces dessins, hein, c'est crayonné, vraiment très chouette. Hein. Je peux venir sur quelques illustrations à la fin que je voulais vous montrer qui sont vraiment magnifiques. Faut que je les retrouve. Pardon. Ah, là, nous avons effectivement les trolls, les serpents de mer. Voilà. Donc là, par exemple, ces dessins sont vraiment très chouettes. Moi, j'aime beaucoup en fait tous ces dessins de Forbidden Land. Qu'est-ce qu'on trouve aussi dans la boîte? En fait, donc le manuel du joueur fait à peu près 200 pages, le guide du maître en fait à peu près 260. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans la boîte? On va trouver un bloc de feuilles de personnages. Bon, la couleur pourpre comme ça, je vois bien d'où ils l'ont tiré, mais bon, je suis pas un gros fan, hein, mais bon, il y en a une autre en noir et blanc en fait dans, dans les livres du joueur. Je sais même pas s'il n'y en a pas un là-dedans. Non, il n'y en a pas un là-dedans. Ça, c'est un livret de référence, en fait, qui est livré avec un tas de tables qui vont vous permettre de tirer des backgrounds pour vos personnages. Et comme Forbidden Land est surtout axé sur une partie X-Crawl, hein, donc exploration, un peu exploration à la volée, hein, le maître de jeu n'a pas énormément de boulot à faire, on reviendra là-dessus, une carte donc, fournie avec le jeu, recto verso d'ailleurs. Pourquoi recto verso? Parce qu'en fait, au fur et à mesure de vos aventures, les personnages vont découvrir des lieux. Et on vous invite, vous voyez, une petite planche de stickers en fait pour coller sur la carte. Donc recto verso,
vous pouvez imaginer faire deux parties en parallèle. Voilà. Et enfin, toutes des feuilles. Alors ces feuilles-là, ce sont les légendes en fait, et je vous expliquerai pourquoi. À donner à vos joueurs, ça va être le point de départ de leurs aventures. Voilà sur le contenu de la boîte, donc en fait un très beau matériel. Hein, soyons justes, hein, vraiment un très très beau matériel. Voilà en gros pour cette petite présentation de la boîte et de son contenu. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en fait, que jouons-nous dans Forbidden Land? Alors, donc le jeu vous dit, vous allez jouer des maraudeurs, des aventuriers, en fait, qui sont là pour faire fortune. Mais en fait, nous avons donc plusieurs peuples en fait possibles. Il y en a 8. Donc nous avons les elfes, les demi-elfes, nous avons les hobbits, nous avons les humains, nous avons les nains, nous avons les orques, nous avons les gobelins. Et je crois... Et les licans sortent effectivement donc des lycanthropes. Chacune de ces races, en fait, quand vous lisez le background de chacune de ces races, en fait, sont plus ou moins antagonistes. Hein. C'est-à-dire que les elfes n'aiment pas les humains parce que leur monde a été... enfin, pas leur monde, en fait, un dieu, en fait, leur a pris des terres pour les donner aux humains. En échange, ils ont eu des orques en échange en esclaves. Bon, bref, je vais vous passer le détail. Ah oui, je vous ai pas dit, surtout, en fait, vous évoluez dans le Corvan. Alors, le Corvan a la particularité d'avoir eu, comme dans son passé, en fait, une brume sang qui a envahi tout le pays, toute la région. Dès que quelqu'un en fait s'y aventurait, il ne lui revenait pas, on retrouvait son cadavre ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, du coup, c'était impossible de voyager. Résultat des courses, tous les habitants du Corvan se sont terrés en fait leurs différents villages. Ils se sont terrés dans leurs villages, là où la brume sang n'avait, semble-t-il, pas prise. Mais résultat des courses, pendant des générations, en fait, cette brume sang a couvert les terres. Les terres maudites, telles qu'elles sont décrites dans le jeu. Ces terres, en fait, un jour, la brume sang a disparu. Pouf! Pourquoi? Personne ne le sait. Bref, elle a disparu. Résultat, les terres, en fait, se sont de nouveau ouvertes, en fait, au voyage, au commerce, à l'exploration. Sauf qu'effectivement, les localisations de tous les villages, de tous les châteaux, de tout ce qui peut exister dans ce monde, s'est perdu pendant ces générations complètes. Les lieux sont devenus des légendes, les légendes des murmures, et à l'heure d'aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment qui habite, les dangers en fait des terres, qui y habitent, où sont les villages, où sont les châteaux. Voilà. Donc en fait c'est une terre complètement, je vais pas dire non, c'est pas une terre vierge, mais c'est une terre oubliée, quoi, oubliée que les joueurs, que les personnages vont être amenés à redécouvrir. Donc effectivement dans ces terres oubliées, vous avez 8 peuples jouables. Qui sont quand même, alors effectivement, comme je disais, ça va être assez, ça va friter à table, hein, parce que les peuples sont antagonistes. Les elfes n'aiment pas les humains, les nains n'aiment pas ni les elfes ni les humains, les orques, personne ne les aime. Les gobelins, c'est le pendant des hobbits, et voilà. Alors les hobbits, il y a un truc assez rigolo en fait dans le jeu, c'est que le hobbit, vous voyez le gentil hobbit dans son trou de hobbit tel qu'on peut le voir dans le Seigneur des Anneaux ou dans la plupart des autres jeux. Et bien ici, le hobbit, en fait, tout ça c'est qu'une façade. Hein. Il peint ses beaux volets pour que ses voisins soient jaloux de lui et fassent la même chose. Sauf qu'en fait, on explique, alors clairement dans le jeu, qu'est-ce qu'on dit? Je remets mes loucaves, et qu'est-ce qu'on dit? On dit par exemple, donc, tous les membres de votre famille sont gais et rondouillards, jusque-là tout va bien, ils entonnent des chansons pleines d'entrain dans les tavernes, ils fument, ils boivent. Bon, ok, les hobbits quoi. Mais dès que la nuit tombe, ils vomissent dans les jardinières, et rentrent à la maison pour cogner leurs enfants.
Voilà, donc ça c'est le Hobbit de Forbidden Land. Hein. C'est pas pareil que le gentil Hobbit qu'on peut voir ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que donc en fait associé à ce peuple, vous allez choisir, vous allez choisir en fait une profession. Il y en a également 8 professions. Nous avons le cavalier, nous avons le guerrier, nous avons le sorcier, nous avons le druide, nous avons le colporteur. J'en oublie, je l'ai noté. Nous avons quoi? Nous avons le voleur. Donc il y a 8 professions comme ça disponibles et qui chacune vont apporter des talents, des atouts particuliers. Je vais vous faire je vais vous montrer un peu ça sur le bouquin, histoire d'illustrer un peu mes propos. Voilà, donc en fait, pour illustrer mes propos sur la création d'un personnage, voilà comment ça se passe. Donc nous avons effectivement les différents peuples que je vous parlais tout à l'heure. Les humains, les elfes, etc. Donc en fait, pour chaque peuple, vous allez avoir un attribut principal, un talent du peuple, une profession typique. Donc là, pour les humains, c'est toutes. Pour les professions typiques, pour les elfes, c'est chasseur, druide, ménestrel. Alors quand on dit profession typique, il n'y a rien qui n'oblige effectivement dans le jeu à les prendre. Hein. Vous pouvez jouer ce que vous voulez. Des exemples de prénoms, que ce soit féminin ou masculin. Voilà. Donc ça, ensuite, vous allez choisir une profession. La profession, et donc là, vous avez le cavalier, bon, vous en avez d'autres, hein, vous avez le colporteur, le chasseur, le guerrier. Alors, par exemple, le guerrier. Mon attribut principal, c'est la force. Ça va vous amener un certain nombre de compétences. Pour le guerrier, artisanat, endurance, mêlée, vigueur, souplesse. Et en fait, en plus de tout ça, vous allez être obligé, vous allez choisir un atout. Un atout, alors là on donne 3 exemples à chaque fois, vous allez en choisir un ou mieux vous inventez le vôtre. Hein. Vous ne vous enfuyez jamais pendant un combat par exemple. Un secret, donc pour caractériser votre personnage, vous allez devoir lui choisir un secret. Alors là vous avez aussi des exemples, mais bon, on vous invite effectivement à choisir les vôtres. Les relations, vous allez choisir une relation avec un ou plusieurs autres membres du groupe, en fonction de votre profession, toujours pareil, on vous en propose certains. On dirait par exemple, ce personnage-là est le maillon faible du groupe, pouvez-vous lui enseigner quelques trucs, vous lui avez sauvé la vie à plusieurs reprises, etc., etc. Et vous avez un équipement qu'on va vous donner à votre création. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en fait, le personnage en fait est caractérisé par 4 attributs, donc en fait les caractéristiques. On a la force, l'agilité, l'esprit, l'empathie. Ces attributs sont entre une valeur d'un 1 et 6. Ensuite, chaque profession va vous donner accès à des talents. Donc en fait les talents c'est plus ou moins une sorte d'archétype. Hein. Donc en fonction, par exemple, alors j'ai plus d'exemple en tête, mais c'est une sorte d'archétype, une sorte de spécialisation dans votre profession. Et donc l'atout, le terrible secret, etc., que je viens de vous donner. Donc là, vous avez effectivement donc, la feuille de personnage. Hein, les compétences, il y en a 16. Alors, pareil, avec des valeurs entre 1 et 5. Les attributs, c'est entre 1 et 6. Et ce qui va nous emmener à vous parler un peu du système. Voilà, donc ça c'est pour un peu la création du personnage. J'aimerais aborder avec vous en fait le système. Bon, un certain nombre d'entre vous doivent le connaître, car c'est le système fétiche de Free League, hein, donc le système Mutannière 0. Qui a été effectivement pris dans le jeu de rôle du même nom, mais également dans Alien, enfin moi j'aime beaucoup ce système, hein, ça marche très bien, et là par contre c'est la première fois que je le découvrais dans un monde d'Heroic Fantasy. Donc en fait comment il fonctionne, c'est relativement simple, c'est-à-dire vous avez comme on a dit tout à l'heure des caractéristiques, donc une caractéristique et puis une compétence. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez lancer un nombre de D6. Alors en général, je suis assez réfractaire au système D6, que moi le système D6 c'est bon pour le 4-21. Hein. Mais étonnamment, je suis tombé assez fan de système en lui-même. Donc vous allez lancer un nombre de D6 égal à votre compétence, plus votre attribut, enfin votre caractéristique.
Et là, dans ce jeu, on va rajouter effectivement des dés d'objets, par exemple. Admettons qu'en combat, vous utilisez une épée. Alors, je vous donne l'exemple, hein, je ne l'ai pas en tête. Mais on va dire qu'une épée vous rajoute 2 dés d'objets. Donc, caractéristiques, compétences, plus les objets. Avec une notion d'arme ou d'objet très bien réalisée. Donc en fait, vous avez des objets qui vont vous rajouter des dés en fonction en fait, de leur qualité. Ça peut être du D8, D10 et D12, hors du D6. Donc bien sûr, tous les résultats supérieurs. Alors, dès que vous faites lancer vos dés, tout résultat de 6, c'est un succès. Voilà. Par contre, les 1 sont des échecs, mais qui ne sont pas pris en compte tout de suite. Si vous ratez votre jet de dés ou que vous décidez de relancer, enfin, vous pouvez relancer, en fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est mettre le paquet dans le jeu là. Donc, vous décidez de relancer vos dés qui n'ont pas fait ni 6 ni 1. Ça va vous redonner des 6 et des 1 éventuellement. Vous pouvez le faire qu'une fois, du coup vous allez pouvoir réussir votre action que vous auriez ratée parce que vous avez relancé les dés. Par contre, chaque 1 qui a été tiré va vous donner un point de dégâts ou sur un objet que vous utilisez ou sur un attribut. Ce qui est pas forcément rigolo. On verra ça après, je vais vous expliquer comment ça marche après au niveau du combat, au niveau des dégâts. Mais donc, voilà. Et en sachant que les objets que vous utilisez dans ce cas-là, si vous avez 1000 paquets, en fait, les objets vont s'user, que ce soit des objets genre une corde, que ce soit une hache, voilà, etc. Par contre, alors, la contrepartie, c'est que chaque 1 que vous avez obtenu, donc qui inflige des dégâts, comme je viens de vous l'expliquer, vous donne un point de volonté. Les points de volonté sont nécessaires pour utiliser des talents. Que vous avez choisis à la création de votre personnage, donc qui sont un peu des pouvoirs spéciaux, et également utilisés pour la magie. Bon, là, j'ai un très gros bémol là-dessus, au niveau du système, mais je vous en parlerai plus tard quand j'aborderai le système de la magie. Donc voilà, en gros, le système, c'est ça. Si on le pousse, en fait, sur le combat, donc c'est pareil, vous allez faire une attaque de... Alors, il y a différentes attaques possibles, hein. Il y a des attaques de mêlée, des attaques des stocks, ce genre de choses. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, vous allez lancer vos dés. Chaque 6 est un succès. Chaque 1 entraîne une complication éventuelle. Et votre adversaire va faire une esquive ou une parade, donc il va faire exactement comme vous, il va lancer les dés. Chaque 6 sera un succès. Chaque 6 du défenseur annule, enfin, chaque succès du défenseur, donc chaque 6, annule en fait un succès de l'attaquant. Si l'attaquant, au final, il lui reste des succès, il touche. Alors il touche, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dégâts qui sont égaux à son arme, par exemple une épée doit faire 2 points de dégâts, plus le nombre de succès qu'il a obtenu. Et ça vous l'appliquez sur vos points de vie. Non. En fait, non, vous ne l'appliquez pas sur vos points de vie. Pourquoi? Parce que dans le jeu-là, il n'y a pas de points de vie. Les dégâts, ça implique en fait sur les caractéristiques. Donc, pour les dégâts physiques, c'est sur la force, les dégâts mentaux, c'est sur l'esprit, etc. Sauf que, si vous avez bien suivi, vous avez qu'entre 1 et 6 points dans chaque caractéristique. Donc, par exemple, un coup de hache qui va vous mettre 2 plus, je sais pas, 2 succès, c'est 4. Il reste plus que 2, hein. Et quand vous arrivez à 0, vous tirez un critique. Et ça, tirer un critique, c'est pas mal. C'est pas bien, c'est très mal. En gros, vous avez 30% que le critique en question soit fatal dans les heures à venir. Et même 5% d'y laisser votre peau immédiatement. Donc ne nous le cachons pas, Forbidden Land est mortel. C'est très mortel. C'est hors de question d'explorer un donjon où vous allez faire des rencontres à chaque coin de tunnel. Hein. Vous n'en sortirez pas vivant. Hein. C'est très mortel. En fait, c'est mortel comme le système d'Alien, parce qu'en fait, c'est exactement le même. Hein. Je peux vous montrer en fait une table de critique typique. Et vous allez tout de suite comprendre, je vous montre ça
tout de suite. Table de critique en fonction du type de blessure que vous avez pris. Donc la blessure qui vous aura amené au statut brisé. Le statut brisé, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre caractéristique tombe à zéro après avoir subi des dégâts. Donc nous avons les plaies béantes pour tout ce qui est coup de taille, coup d'épée. Les chocs violents, une chute, un coup de marteau, enfin un truc contondant. Et enfin, les tables de critique sur les perforations, donc les flèches, les coups d'estoc, ce genre de choses. Donc une table de critique, comment elle est présentée? Vous avez un D66, donc ça, vous allez lancer votre dé, le type de blessure que vous recevez, s'il est fatal ou pas, la limite de temps dans laquelle il faudra que, si la blessure est fatale, devra être soignée, sinon votre personnage est mort. Les effets éventuellement pendant la guérison, genre vous pouvez avoir des plaies qui s'infectent, vous pouvez ne plus pouvoir trop marcher, enfin ce genre de choses, et le temps de guérison associé à la blessure. Alors là, on remarque quoi? On remarque tout de suite que si vous faites 43 ou plus, en fait la blessure est fatale. Alors, pas forcément tout de suite, hein. Par exemple, on a un des 6 jours jusqu'à un des 6 rounds. Et si vous faites 65 ou 66, dans ce cas-là, ça laisse peu de place à l'interprétation, crâne fendu ou décapitation, inutile de dire que vous êtes mort. Bien, donc là on comprend très vite que le système est mortel. Le système est vraiment très mortel. Mortel et incapacitant, hein, parce que vous avez d'autres choses. Vous allez pouvoir avoir une jambe sectionnée, un œil tailladé, une jambe, oui, un bras sectionné. Enfin bon, bref, votre personnage, non seulement risque de mourir, mais risque de se retrouver un peu cul-de-jatte ou avec un bras en moins, ce qui peut mettre fin à sa carrière d'aventurier. Il ira tenir une taverne éventuellement. Voilà, donc voilà un peu pour ce que je voulais vous dire, vous présenter sur les critiques. Voilà, donc en fait pour compléter sur le combat, alors votre personnage va pouvoir effectivement avoir une armure. Donc l'armure c'est pareil, c'est que vous lancez un certain nombre de dés, chaque 6 va absorber un point de dégâts. Et en sachant que votre armure en fait peut baisser en efficacité à force de prendre des coups. Un truc étonnant dans les armures aussi, que j'ai pu remarquer, c'est que par exemple que les armures n'ont quasiment aucun effet sur les autres caractéristiques. Donc vous avez votre voleur, alors sauf l'armure de plate, mais par exemple vous avez un voleur qui soit en armure de cuir légère ou en côte de maille, il est aussi discret, il pourra aussi souple, aussi agile. Bon, c'est un choix, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Mais bon, ça me semble un peu étonnant comme choix quand même. Ensuite, donc, je parlais de 2 mots de la magie. Alors la magie, en fait, il y a 7 disciplines. Alors vous avez la guérison, la mort, bon, je ne vais pas tous vous les faire. Les sorts, vous allez investir. Pour lancer un sort, il faut dépenser un point de volonté. En fait, la puissance de votre sort est égale au point de volonté que vous dépensez. Plus vous dépensez de points de volonté, plus votre sort va être puissant. Jusque-là, tout va bien. Les échecs critiques, en fait, sur un sort, là, c'est mal. C'est comme croiser les flux, hein, c'est très mal. Mais là, c'est vraiment très très mal. Parce que, en fait, vous allez lancer un dé sur une table d'échecs de sort, et vous pouvez très bien vous être projeté dans une autre dimension. Adios, amigos. Voilà. Quoi dire? Ah oui, alors, par contre, alors là, j'ai un très gros bémol à ce niveau-là, sur les points de règle qui me gêne vraiment beaucoup. Alors peut-être que certains d'entre vous m'expliqueront, mais moi je vois pas. C'est comme je viens de vous dire, en fait, pour lancer un sort, il faut que votre magicien dépense des points de volonté. Points de volonté qu'on n'obtient que quand on pousse, quand on met le paquet sur une action. Et qu'on obtient des complications. Hein. Sinon, on n'obtient pas de volonté. Donc, en gros, ah oui. Et, en plus de ça, vous ne pouvez pas mettre le paquet quand vous lancez un sort. Résultat des courses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que vous ayez la capacité que votre apprenti Gandalf ait la capacité de lancer un sort, il faut qu'il réussisse, enfin, qu'il mette le paquet
sur une action qui n'a absolument rien à voir avec la magie. Donc, genre, je sais pas, enfin, je caricature, mais il va falloir grosso modo qu'il rate un jet de saut en longueur, et après, comme ça, il pourra lancer il pourra lancer un sort de doigt de mort, par exemple. Donc, là, je comprends pas bien. Pour moi, c'est un truc qui est un peu bancal, qui est même très bancal, en fait. Mais bon, peut-être que certains d'entre vous m'expliqueront le pourquoi de la chose, mais moi, je vois pas. Franchement, je vois pas. Donc ça, c'est pour la magie. Alors la magie, vous avez un tas, effectivement, dans les disciplines. Hein, vous avez c'est un peu les disciplines un peu classiques, hein, guérison, mort, transportation, je ne sais plus ce qu'il y a exactement. D'ailleurs, on va regarder, hein, parce qu'on est là pour ça. La magie, qu'est-ce qu'on a? Donc effectivement, vous allez avoir... voilà. Vous allez avoir les différentes disciplines qui sont. Alors vous avez des sorts généraux, des sorts de guérison, de métamorphose, de clairvoyance, du symbolisme, du chant des pierres, enfin bon, ce genre de choses, surtout pour les druides, de la magie du sang. Donc voilà. Et puis là, oui, alors ça c'est oui, la magie et la magie de la mort, enfin. Voilà. Donc en fait, vous avez différents types de magie comme ça. La magie est très puissante. En fait, vous ne rajoutez jamais un sort. Les sorts fonctionnent toujours. Par contre, il peut y avoir des complications, comme je disais tout à l'heure, et les complications peuvent vous mettre vraiment dans les soucis très forts. Voilà un peu pour la magie. Autrement, les sorts en eux-mêmes, comme je disais, si vous avez des points de volonté, vous allez augmenter la puissance de votre sort, etc. Donc c'est pas mal, sauf cette histoire de volonté qui, moi, me convient pas du tout. Voilà ce que je peux dire sur la magie. Que peut-on aborder d'autre dans le... Oui, ah bah oui, si. La proposition ludique de Forbidden Land, c'est l'ex-crawl. Donc l'ex-crawl, c'est de l'exploration, effectivement, comme on dit. En fait, le monde est complètement à redécouvrir. Donc en fait, vos aventuriers vont partir sur les routes perdues et à partir de légendes. Hein, donc en fait, on en donne un certain nombre dans la boîte de base. Les joueurs vont avoir à leur disposition une légende. Le maître de jeu va leur dire bah, c'est à peu près par là. Et les personnages vont se lancer en fait à la découverte de cette légende. Alors, et donc du coup, le jeu est basé sur de l'ex-crawl et donc sur les voyages. Et il y a toute une partie en fait assez importante en fait consacrée au voyage dans les règles. Donc chaque jour est divisé en quarts. Donc vous avez le matin, l'après-midi, la soirée, la nuit, quelque chose comme ça. Et vous allez pouvoir faire dans chaque quart une action, genre monter un camp, faire des patrouilles, etc. etc. Aller chercher de la nourriture, et vous allez faire un jet, et il peut y arriver des rencontres, ou vous avez raté et vous avez monté votre camp sur un nid de fourmis, par exemple. Bon, je vous avoue, ça fait un peu Koh-Lanta, hein, mais bon, voilà. Donc, et chaque jour, vous allez progresser, découvrir ce qu'il y a dans le nouvel hexagone, ce qui permet, en fait, au maître de jeu de préparer une partie simplement avec une légende, ce qui alors commence à appeler un lieu à découvrir, effectivement. Donc il y a plusieurs types de lieux à découvrir, des villages, des châteaux, je sais plus. Bon, bref. C'est pas très important. Bon, ça va quand même rentrer un peu dans le détail, parce qu'il faut. Ce sera mieux quand même. Donc, vous voyez, dans les actions, vous avez par exemple... Alors, je vais vous montrer en fait les différentes actions en fait sur les voyages. C'est quand même beaucoup plus sympa de vous le montrer. Voilà. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, là nous sommes sur toute la partie, le chapitre sur les voyages. Il faudra que je vous montre la carte aussi. Vous l'avez ici par exemple. Et la carte, en fait, la carte des contrées interdites dans la carte du Corvan. Donc à explorer.
Voilà. Donc en fait, un voyage est utilisé en quart. Vous avez le matin, la journée, la soirée et la nuit, c'est bien ce que je disais. Et vous allez avoir des actions à faire. Par exemple, vous allez marcher, donc simplement marcher, ouvrir la marche, monter la garde, chercher des provisions, chasser, pêcher, préparer le camp. Pour chaque action, en fait, alors vous pouvez avoir des incidents. Par exemple, l'incident d'ouvrir la marche, des sables mouvants, un terrain obstrué, vous faites une entorse, etc. Donc, incident pour rechercher des provisions. Vous êtes empoisonné, vous êtes un peu planté sur... c'est pas la bonne salade à manger. Hein. Tomber sur un animal sauvage, etc. Donc, voilà. Donc en fait, pour chaque... on préparait le camp, une moustique par exemple, matériel endommagé. Donc en fait, vous avez toute cette partie d'Excrawl qui est très importante en fait dans le jeu. Il faut que je vais vous montrer quand même, il faut que je vous montre la carte. Alors voilà, vous avez en fait la carte associée au Corman. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, donc elle est couverte d'hexagones. Et, et par contre, on remarque qu'il n'y a quasiment absolument rien comme, comme indication d'endroit à visiter. Pourquoi? Parce que ce sera à vous de les découvrir. Alors nous avons 2-3 bricoles, vous voyez, par exemple là, ça signifie qu'il y a un village ici. Ici, nous avons un château, par exemple. Alors, il y a quelques localisations, mais elles ne sont pas... Personne ne sait, en fait, c'est plutôt des légendes, en fait. On sait qu'à peu près à l'endroit là, normalement, il y a un village. Voilà. Donc, ça va être... Donc, tout est basé sur le voyage. Je mettrai encore... Alors, vous allez dire, je mets beaucoup de bémols. Et je mettrai un petit bémol quand même, si j'ai bien regardé les règles. En fait, vous êtes, et vu le nombre d'hexagones, en fait, vous pouvez traverser la carte complète en 12 jours. Ça me paraît assez peu. Bon, après, voilà. Donc, je voyais, tel que c'était présenté, je la voyais beaucoup plus importante. Alors, bien sûr, vous allez avancer moins vite dans les forêts, moins vite dans les montagnes. Mais en gros, si vous traversez la carte de là, qui est en plaine, vous allez mettre 12 jours. Bon, pourquoi pas. Voilà, ça c'est juste une petite remarque. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez des stickers quand en tant que maître de jeu, vous avez décidé que là, il y avait un village. Donc, ce qu'on appelle les sites d'aventure, il y a 3 types. Il y a les villages, les donjons et les châteaux. Et donc, vous avez décidé que là, par exemple, il y avait un village. Donc, vous allez mettre votre stickers, une fois que les joueurs l'ont découvert, vous allez mettre votre stickers village, histoire de bien se rappeler qu'il est bien là, dans votre campagne. Donc du coup, en fait, la campagne de différents maîtres de jeu ne sera absolument jamais la même. Du coup, vos personnages, alors c'est bien, et d'un autre côté, vos personnages, en fait, vont être obligés de jouer toujours avec le même maître de jeu. Bon, je pense pas que ça soit un inconvénient, mais c'est un truc à savoir, vu que les localisations vont changer de maître de jeu à maître de jeu. Voilà, juste pour la carte, je voulais vous la présenter. Voilà. Donc un dernier point, dans le manuel du joueur, vous avez en fait toute une série d'outils pour construire votre forteresse. Qu'est-ce que c'est que votre forteresse? Alors je crois que c'est un autre nom qui existe aussi dans Mutant Year Zero, je n'ai pas le jeu, donc je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça va laisser la possibilité à vos joueurs de créer en fait une base sur laquelle ils vont revenir entre chaque aventure. Et donc, elle fait partie entièrement du groupe. Vous allez pouvoir lui construire les murailles, les donjons, des bergeries, une auberge, une boulangerie, etc., etc. Tous les détails en fait sont dedans. Vous avez aussi toute la partie règles pour gérer en fait si votre forteresse est attaquée, etc., etc. Donc, je vais vous montrer, c'est plus simple et vous verrez, c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu. Après, à voir si vos joueurs accrochent à ce concept de world building. Voilà. On voit la forteresse tout de suite. Alors, je vous parlais de la forteresse. Donc voilà, en fait, vous allez, votre groupe, parce que la forteresse, en fait, fait partie du groupe comme un personnage à part entière, en fait. Vous allez pouvoir construire votre forteresse un peu comme dans Mutant Year Zero. Si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas le jeu, je ne le connais pas. Mais, donc vous allez construire une forteresse en
en la construisant, enfin oui, vous allez construire une forteresse, vous allez forcément la construire, donc en y mettant des installations, par exemple des outils, vous allez pouvoir construire une bergerie, une bibliothèque, etc. etc. Ça vous demande des outils, un temps et de l'argent. Il y a aussi donc un donjon, des douves, etc. Vous avez vraiment beaucoup pour personnaliser votre forteresse, vous avez beaucoup d'options. Donc ça c'est pas mal. Les journaliers, bah oui, parce qu'une fois que vous avez construit les murs, il faut quand même des gens qui travaillent dans votre forteresse. L'auberge, elle ne va pas se tenir toute seule, donc il faut un aubergiste. Vous avez son salaire, vous avez si c'est un personnage disponible facilement ou pas, etc. Donc voilà. Il y a toute une partie de règles qui est, si votre forteresse est attaquée, comment on la défend en fonction de vos gardes, si on y fait le siège, etc. etc. C'est assez complet, c'est pas mal. Après, vous de voir si c'est quelque chose qui branche vos joueurs, un peu pour faire du world building. Mais en fait, c'est des outils, hein, c'est des outils pour faire de l'ex-crawl, du world building. Donc tout ça, c'est pas trop mal, c'est pas mal du tout. Voilà, ça c'était pour les forteresses. Donc voilà, je terminais la présentation en fait du manuel du joueur. Je vous propose d'attaquer celui du guide de maître de jeu. Alors je serai plus succinct car en fait Forbidden Land est quand même un jeu de secret. Il y en a pas mal qui sont révélés dans ce guide qui est écrit pour le maître de jeu. Donc s'il y en a qui ont l'intention de jouer, je ne vais pas vous révéler quand même les différents secrets. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le guide du maître de jeu concerne plusieurs parties. Vous avez toute l'histoire du monde, donc là en détail, depuis avant la brume sang, ce qui s'est passé, l'arrivée des hommes sur ces terres, etc. etc. Le setting est intéressant, c'est de l'heroic fantasy assez classique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'énormément de grosses surprises, mais bon, c'est de l'heroic fantasy classique, mais bien foutu, donc à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on a? Donc on va vous reprendre effectivement tout l'historique des peuples, beaucoup plus en détail, avec effectivement les elfes et leur cœur de rubis, par exemple, ils étaient là au début du monde, pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient, les nains, etc. L'arrivée des hommes, et en fait pourquoi ils sont arrivés là. Donc vous avez tous les historiques des différents peuples. Ça aussi, c'est bien foutu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je disais, je ne veux pas divulguer des trucs à des joueurs éventuels et leur gâcher le plaisir de la découverte, qui est quand même la découverte dans ce jeu est le concept essentiel. C'est vraiment le concept essentiel. Voilà, donc ça c'est pour... voilà. Vous avez quoi d'autre? On vous présente aussi un certain nombre d'artefacts. Alors, des objets légendaires perdus dans la nuit des temps, que vos joueurs vont pouvoir aller retrouver, rechercher, qui vont être au cœur ou pas de vos campagnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que je n'ai... Ah oui, quelque chose qui est vraiment très bien, enfin moi que j'apprécie, on l'avait déjà dans Alien, c'est le bestiaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bestiaire, chaque créature a une table d'attaque. Elle ne va pas se contenter de faire des dégâts bêtes et méchants à coups de dés. Elle va faire des attaques particulières. Et donc, en fait, c'est comme dans Alien, ça va être comment dire, ça caractérise énormément la créature. Et ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme créature? Vous avez le mort-vivant, par exemple, ne va pas faire les mêmes attaques qu'un ours gris, quoi. Un insectoïde, pareil. Des lianes étrangleuses, par exemple. Donc vous avez, par exemple, les lianes étrangleuses, vous avez effectivement projection de spores, par exemple. Le dragon a ses attaques particulières aussi. Et tout ça, en fait, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ça... toujours ces dessins fantastiques. Je viens de tomber dessus, pour ça que le Chevalier de la Mort, qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, en fait, ces différents tableaux
vous caractérisez les monstres et tous sont complètement différents. Du coup, on vous explique aussi toutes les divinités. Les divinités de ces terres. Donc ça, tout ça, c'est réservé au maître de jeu. Il vous présentera ceux qu'il a envie de vous présenter et les autres, bah, vous ne connaissez pas. Comme je disais depuis tout à l'heure, en fait, c'est le principe de la découverte. Donc des différents artefacts. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, vous avez aussi un certain nombre de rencontres là. Donc vous avez des rencontres en fait qui sont déjà définies et toutes prêtes à l'emploi pour le maître de jeu. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez Sanctuaire des animaux, Le Prince oublié. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails non plus, une scène de massacre. Donc ça va être des rencontres, en fait, quand vos personnages vont faire leur exploration de la carte, ils vont tomber sur des rencontres. Donc en fait, le jeu, les concepteurs vous conseillent de préparer un lieu d'aventure et quelques rencontres. Et avec ça, ça va vous faire votre session. Ne pas oublier hein, comme j'insiste, le jeu est très mortel. Si vous faites beaucoup de combats, vous allez très vite arriver à un TPK. Il n'y aura plus personne pour continuer l'aventure. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Les sites d'aventure. Alors donc les sites d'aventure dans le jeu, dans le livre de base, on vous en présente quelques-uns. Et par contre, là, les dessins, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer un ou deux de dessins, car c'est vraiment très chouette. Pour moi, je trouve ça très inspirant. C'est vraiment très chouette. Je vous montre ça, et puis on conclura, parce qu'en fait, on va arriver au bout. Donc, les sites d'aventure. Et après, je reviens pour ma petite conclusion personnelle. Donc voilà, un exemple de site d'aventure que vous aurez à placer, que le maître de jeu va placer sur la carte, que vous aurez à explorer du coup. La première. Donc en fait, c'est toujours présenté de la même manière. Vous avez donc un certain nombre de chiffres qui vont être décrits ici. Et donc vous allez avoir les habitants. Bon là, les habitants, évidemment, la première, c'est pas les trucs les plus sympathiques. Mais vous avez donc les monstres, les PNJ. Qu'est-ce qu'ils font là et donc ça j'aime bien, c'est assez décrit. Rien qu'avec ça, vous pouvez faire en fait votre partie avec des événements associés, les douves, etc., les chasseurs de trésors. Donc voilà, vous avez des événements avec ça. En fait, le maître de jeu va pouvoir, je vais pas dire improviser, mais presque. En fait, il n'aura pas il n'a pas énormément de travail à faire pour préparer les parties. La vallée des morts, pareil. Alors j'aime beaucoup ces dessins, c'est vraiment très très chouette. Moi j'aime vraiment vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, ça c'était pour les sites d'aventure. Donc, vous voyez, par contre, vous avez toutes les tables effectivement pour créer un site d'aventure, pour créer un village, son âge. C'est vous avez toutes les outils, le maître de jeu a tous les outils pour effectivement faire ses propres sites d'aventure, par exemple un donjon, son âge, sa taille, qu'est-ce qu'il y a, l'histoire du donjon, etc. Donc les occupants, l'entrée, les salles, etc., etc. Énormément de tables pour créer, je ne vais pas dire à la volée, parce que si vous ne le préparez pas à l'avance, vous êtes mort. Ça va prendre trop de temps en cours de jeu. Il faut absolument que ça soit prêt avant la partie. Mais autrement, non, c'est sans trop d'efforts, et ça va guider votre imagination pour créer ces différents sites d'aventure et envoyer vos joueurs, les personnages de vos joueurs dans ces lieux où ils ne manqueront pas de s'enrichir ou pas. Voilà, donc ça c'était pour les sites d'aventure, etc. Et voilà. Avant de conclure, je voulais encore montrer deux, trois bricoles. En fait, ce que vous avez dans le jeu, vous avez effectivement ces fiches. Donc ces fiches, comme je disais tout à l'heure, ça va être toutes les légendes
que vos aventuriers, que vos joueurs vont avoir vent à un moment, vont avoir vent à un moment donné et vont partir à l'aventure pour aller voir ce qui en retourne derrière, parce que les aventuriers sont curieux et ils veulent des pognons. Voilà, autrement, dans Forbidden Land, donc il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, vous avez en option, vous pouvez acheter des dés spéciaux. Bon, voilà, c'est pas complètement utile, mais bon, vous avez cette possibilité-là. Et un jeu de cartes, car en fait, je ne voulais pas parler, le combat, il y a un combat optionnel avec des cartes où on prévoit ses actions avant. Avoir en jeu, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas testé. Avoir en jeu si effectivement c'est intéressant ou pas, ou si ça alourdit trop, je sais pas. Je pourrais pas vous dire son utilité et son intérêt, si ça a vraiment un intérêt ou pas. Voilà, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire à propos de Forbidden Land avant de conclure? Je ne pense pas, on a fait à peu près le tour. Voilà, donc je vais passer à la conclusion maintenant. Donc voilà, j'arrive un peu à ma conclusion sur Forbidden Land. Alors, pour moi, Forbidden Land, c'est une très grosse boîte à outils pour faire de l'excroll, pour faire du sandbox. C'est un mode de jeu particulier, hein, on aime ou on n'aime pas. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des parties quasiment, alors c'est un peu exagéré ce que je dis, mais vraiment quasiment à la volée, là, avec un minimum de préparation. Les règles sont simples, bien foutues. C'est le système Mutant Year Zero, donc enfin bon, il faut aimer le système Mutant Year Zero, je sais qu'il y en a qui apprécient pas trop. Par contre, effectivement, attention, c'est très mortel, c'est très 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 mortel. Dans une autre vidéo, on avait parlé de DCC, et je pense que Forbidden Land est plus mortel que DCC, de par sa structure de règles. Si vous n'avez pas de chance, votre apprenti héros n'ira pas très loin. Alors, le matériel, par contre, le matériel est superbe. Ça, alors là, vraiment superbe. Hein, c'est un des plus beaux jeux de rôle que je possède, je pense. Il est vraiment superbe. Une qualité irréprochable. La traduction, j'ai pas vu trop j'ai pas vu de coquilles, quoique la traduction de Brume Sang, je crois que c'est Brume Écarlate. En anglais, c'est Blood Mist, ça a été traduit par Brume Écarlate. Bon, pourquoi pas. Mais autrement, à part ce pinaillage, c'est vraiment du superbe boulot. Vraiment du superbe boulot. Alors en parallèle alors bien sûr, il faut que vos joueurs aiment l'ex-crawl, aiment tout ce qui est sandbox. Alors en parallèle, il y a une campagne qui est sortie, alors je l'ai pas terminé de la lire, qui est le Châtiment du Corbeau. Alors le Châtiment du Corbeau, voilà. Je dois dire que, alors personnellement, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que je m'attendais à avoir quelque chose de plus structuré justement que du sandbox. Et en fait, c'est pareil, mais en pire. C'est-à-dire, on vous donne des objets, des objets légendaires, on vous donne des personnages qui veulent récupérer ces objets, et on vous donne des lieux d'aventure qui n'ont rien à voir avec les objets, rien à voir avec les personnages. Et en gros, à vous de vous démerder à placer dans ces lieux d'aventure les personnages et les objets en question. Et en sachant qu'on ne vous donne aucun guide pour savoir comment les PNJ ont l'intention de... On vous dit vous allez rencontrer des PNJ qui veulent, en fait, qui ont les mêmes buts que vous. Et en fait, on vous laisse vous démerder. On ne vous donne absolument aucune indication pour utiliser ces PNJ, pour utiliser ces objets, pour utiliser ces lieux. Pour moi, c'est un peu un fourre-tout, et en gros, le maître de jeu va se démerder avec ça. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus structuré. Je suis un peu déçu là sur le coup. Voilà. En finale, est-ce que Forbidden Land est fait pour moi? Ben, en fait, j'en sais rien. Je sais pas, les côtés sandbox, X-Roll, sympa, mais je suis pas un gros fan. En fait, j'ai jamais été un gros fan des X-Crawl. Je sais pas si ça accrocherait mes joueurs, et je pense qu'il faudra qu'on fasse une partie test un de ces jours pour voir. Le système, je sais que ça va les accrocher parce qu'ils ont beaucoup aimé le même système dans d'autres jeux. Par contre, effectivement, je
Je suis heureux de l'avoir. Je suis pas convaincu qu'il soit fait pour moi, le jeu. Euh, voilà ce que je voulais un peu dire. Je pense pas qu'il conviendra à tout le monde. Euh, mais par contre, effectivement, ou alors il faut l'aborder d'une autre manière que l'X-Scroll, ce qui est possible, hein, parce qu'en fait, ce n'est qu'une boîte à outils. En fait, hein. Le jeu n'est qu'une grosse boîte à outils pour faire de l'X-Scroll, pour faire du sandbox, pour monter votre monde à la volée vous-même. Voilà ce qu'on peut dire sur Forbidden, enfin ce que je peux dire moi sur Forbidden Land avec mon avis personnel d'à moi. Voilà. En tout cas, il doit être disponible en boutique maintenant à l'heure actuelle. Sinon, il est disponible chez Arcane Asylum. Vous avez deux versions, la version luxe et la version classique. La version luxe, c'est simplement les couvertures qui sont les couvertures des deux bouquins qui ont cet effet un peu cuir. Mais bon, voilà. Mais autrement, le contenu est exactement le même. Voilà pour mon petit blabla sur Forbidden Land. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à ma petite chaîne. Sinon, si ça vous a pas plu, vous abonnez pas. Voilà. Merci à tous et à toutes en vous souhaitant bon jeu. Merci.